Bonjour, donc je suis votre panéliste Marie Dallaire. Donc, bienvenue au premier jour du camp de carrière 2026 où vous découvrirez comment transformer les défis en tremplin pour votre croissance personnelle et professionnelle. Donc, veuillez noter que cette séance sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la séance en anglais, il faut retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la séance anglaise. If you intend to join the English session, please return to the lobby and select the English session. Je voudrais commencer en soulignant que je me retrouve sur des lieux étant la croisée du Nyon Wentio du peuple Wendat, du Endakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu et du Wolastoquk du peuple Wolastoqey. Les peuples Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux, la ville de Québec, et je vous encourage tous et toutes à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Donc, le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada dont l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressions, aujourd'hui, vous pouvez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses. On peut passer à la prochaine diapositive. Comme ça, vous pouvez également voter avec le bouton de questions et réponses. Donc, également, on doit garder les caméras et les microphones désactivés. L'espace de clavardage est également désactivé. Donc, comme je le mentionnais, on peut utiliser la fonction questions et réponses pour poser des questions. Et on va aussi vous inviter à voter pour vos questions favorites en appuyant le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Donc, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, la session est en anglais, est en français plutôt. La session d'anglais se passe simultanément. Finalement, on peut noter que, comme toutes les séances du RJFF, celui-ci sera enregistré afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements plus tard. En plus de nos enregistrements sur notre chaîne YouTube, on vous propose cette année une autre façon d'apprendre, une série de balados des séances du camp de carrière. Donc, après le camp de carrière, la série de balados va être disponible sur la plupart des plateformes comme Spotify et Apple Podcast. On aimerait également souligner que les présentations PowerPoint de chaque séance sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Prochaine diapo. Donc, également, notons que s'il y a des sujets de discussion, de vocabulaire ou de scénario qui vous déstabilisent aujourd'hui, c'est très possible. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses. Il y a également une tonne de ressources qui est disponible sur notre page Wiki, ainsi que le programme d'aide aux employés qui est disponible 24 heures, 7 jours sur 7. Prochaine diapo. Donc, je me présente, je serai votre modératrice durant cette séance. Je suis située dans la ville de Québec et je travaille comme analyste à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, présentement en détachement au bureau des grands projets. Prochaine diapo. Aujourd'hui, on va voir les objectifs de carrière suivants pour la session. Donc, les objectifs sont de comprendre le rôle des groupes de classification au sein du gouvernement du Canada, reconnaître la valeur des mutations latérales comme stratégie de croissance professionnelle et de développement des compétences, naviguer dans le processus de réaménagement des effectifs et connaître les mesures de soutien et les ressources disponibles. Tirer parti de l'évaluation de gestion du rendement en cas de réaménagement des effectifs. Donc, prochaine diapo. Je vais maintenant laisser les panélistes d'aujourd'hui se présenter brièvement. Jean-Claude. Bonjour. Donc, merci Marie. Mon nom est Jean-Claude Do, directeur service aux Autochtones, aux ressources humaines. Ça fait 25 ans en fait, en début janvier, ça faisait 25 ans de service en ce qui me concerne. Euh, Principalement aux ressources humaines. En fait, j'ai touché à toutes les disciplines, mis à part la classification. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Puis, si je ne l'ai pas mentionné, je vous parle de la grande région de Montréal. Et bonjour à Mais vous tous. Mon nom est Jennifer Thorne. Mes pronoms sont she, her et elle.
et je me joins à vous de Mont-Tremblant dans la région des Laurentides du Québec, ce qui est complètement inondé de neige de ces jours-ci, ce qui fait mon grand bonheur. Juste par rapport à mon profil, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick. Vous allez peut-être l'entendre et le reconnaître dans le petit accent qui sort quand je parle en français. De mon côté, j'avais aucunement prévu une carrière dans la fonction publique, mais j'ai découvert la fonction publique à travers d'une expérience d'études coopératives ou le programme coopératif à l'Université d'Ottawa. Et Jean-Claude, je te bats, j'ai commencé mon premier stage il y a bientôt 29 ans. Donc, l'Agence du revenu est le 7e ministère ou agence pour lequel j'ai travaillé. Au fil des ans, j'ai travaillé au ministère qui s'appelle maintenant Emploi et Développement social Canada, Patrimoine canadien, Solliciteur général, Bureau du Canada pour le millénaire, à l'École de la fonction publique et au Bureau du conseil privé. Et j'ai même retourné 2 fois à 2 de ces ministères. J'ai navigué multiples classifications. J'ai commencé comme un CR, ensuite je suis allée AS, PM, EC et EX. Donc, pour plonger un peu plus dans la question de classification, prochaine diapositive, s'il te plaît. Ah, ben il y a Josh. Excuse, je ne vais pas. OK. Non, c'est bon. Parfait. Josh, est-ce que tu veux te présenter avant que je Oui, passe? certainement. Oui, et je Désolée, vais passer la parole. Certainement. Alors, je suis Joshua Frame. Je suis le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux basé à Ottawa. Et puis, je suis 16 ans dans mon carrière, dans des divers rôles. Mon première position dans le gouvernement du Canada, c'était avec le recensement en 2006. Quand j'étais un étudiant, j'étais un chef d'équipe pour le recensement. Alors, si tu penses que vous voulez avoir une expérience intéressante, il y a un recensement qui se passe cet été. Alors, une bonne expérience certainement. Mais j'ai passé les dernières 10 ans en apprentissage et travaillé de Toronto et d'Ottawa dans mes 16 ans. Et je vais repasser la parole à Jennifer. Merci beaucoup, Josh. Donc, si vous êtes un employé de la fonction publique, vous serez embauché selon un groupe et niveau, sauf si vous êtes étudiant. Ce niveau-ci devrait être sur la fiche de dotation et par la suite dans votre lettre d'offre. Le salaire et les conditions d'emploi rattachées à votre classification et poste sont aussi dans votre lettre d'offre que vous devez signer pour accepter l'offre d'emploi. Tel que noté sur cette diapo, on a plus de 70 groupes de classification, mais ceci est pour l'administration centrale seulement. Les organismes distincts, tels que l'Agence du revenu du Canada, ont leur propre système de classification selon leur convention collective. Pour vous donner une idée, l'Agence du revenu où je travaille a presque 20 groupes professionnels. Certains sont semblables à ceux dans l'administration centrale, d'autres sont uniques à l'agence, par exemple les vérificateurs qui font l'étude des dossiers des impôts des contribuables ou des taxes collectées par les entreprises. Les classifications sont identifiées par un code à 2 lettres, parfois avec d'autres lettres qui représentent un sous-groupe. Dans la fonction publique fédérale, la rémunération est structurée autour de groupes et niveaux de classification, chacun possédant une échelle salariale comportant plusieurs échelons. Et donc, 2 types principaux d'augmentation touchent les employés. Donc, premièrement, les augmentations d'échelon, donc des incréments, et les révisions salariales qui sont des augmentations économiques. Et pour les augmentations d'échelon, ça représente les étapes internes d'une même classification. Les employés progressent horizontalement dans la grille salariale, passant d'un échelon au suivant. Un employé progresse en général une fois par année à la date d'anniversaire de son entrée dans le poste ou de son dernier changement de niveau. Cette progression est normalement automatique lorsque la performance est jugée satisfaisante et chaque échelon correspond à une augmentation salariale préétablie. Ensuite, on a des révisions salariales qui s'appliquent verticalement. Puis ce sont des augmentations économiques qu'on appelle, puis elles modifient toute l'échelle salariale d'un groupe donné. Elles sont négociées dans les conventions collectives et elles ajustent l'échelle complète, donc tous les échelons, pour refléter l'inflation, les pressions sur le marché ou d'autres facteurs. Une progression numérique, donc par exemple de passer de AS4 à AS5, implique habituellement des responsabilités supplémentaires, un travail plus complexe et qui demande parfois une plus grande expérience dans certains domaines. Les progressions de niveau amènent aussi une augmentation de salaire. La classification d'un poste est faite selon une norme. Les normes doivent être utilisées pour établir le niveau approprié du travail attribué aux divers groupes et sous-groupes professionnels et aux diverses classifications professionnelles. La classification est déterminée en fonction du travail effectué du poste,
La classification établit les tâches, qualifications, échelle salariale et l'affiliation des employés à leur agent négociateur ou syndicat. Les normes de classification, aussi appelées normes d'évaluation des emplois, sont des instruments qui décrivent les facteurs, les éléments et autres critères utilisés pour établir la valeur relative du travail d'un groupe professionnel. Certains groupes peuvent avoir des normes de qualification qui énoncent les exigences minimales obligatoires qu'une personne doit remplir pour exécuter ses tâches, telles que des études spécialisées, des attestations professionnelles, des aptitudes ou des capacités ou compétences spécifiques. Vous croiserez sûrement des gens dans votre parcours professionnel qui auront des opinions sur certaines classifications. Dans mon expérience, ce n'est pas nécessairement la classification qui compte, mais plutôt l'intérêt que vous avez pour le travail et le poste. Vous pouvez trouver des informations sur le site du secrétariat du Conseil du Trésor sur tous ces domaines de la classification, si ça vous intéresse. Mais je vais vous dire, c'est un domaine assez complexe, peut-être pour ça que Jean-Claude n'a pas poursuivi de démarche ou d'emploi dans cette catégorie-là. Et moi, depuis mon arrivée dans la fonction publique, j'ai vu plusieurs évolutions de la classification. On parle régulièrement de la simplification de la classification, mais c'est des projets d'envergure compte tenu des implications, surtout en ce qui a trait aux conventions collectives. Donc, ça fait le tour de la diapo 7. Donc, maintenant, diapo 8. On parle aujourd'hui aussi des avantages puis la valeur des mutations latérales. Donc, une mutation latérale consiste à changer de poste au même niveau. On peut parfois faire une mutation latérale dans un groupe différent, mais il y a toute une méthodologie utilisée pour déterminer l'équivalence du groupe et niveau. Je peux vous dire que la grande majorité de mes expériences et de mon cheminement dans la fonction publique là, au cours des 29 dernières années ont été faites via des mutations latérales. On peut aussi avoir la possibilité d'un mouvement temporaire à niveau, c'est ce qu'on appelle une affectation, si c'est dans votre ministère de tâche, ou un détachement, si c'est dans un autre ministère. Ce type d'occasion temporaire peut aussi se faire avec des employeurs distincts via un mécanisme qui se nomme Échange Canada. Ce type d'approche vous permet d'acquérir de l'expérience et élargir vos horizons professionnels. Dans mon expérience, la question d'élargir son réseau professionnel est aussi essentielle. Comme je disais, les premiers 25 ans de ma carrière, chaque mouvement que j'ai fait était grâce à mon réseau. Le poste que j'occupe actuellement comme directrice dans les ressources humaines à l'Agence des revenus, ça a été la première fois dans ma carrière que j'ai été approchée par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait reçu mon CV dans un bassin dans lequel je m'étais qualifiée. Avant, tout autre mouvement avait été fait par mutation latérale. J'encourage les gens à ne pas se dépêcher non plus à monter ou à gravir les échelons. Il est essentiel de développer une bonne base et fondation à chaque niveau pour être plus solide lorsqu'on monte. Je pense honnêtement que j'ai été chanceuse de ne pas faire trop de faux pas majeurs à cause d'une progression de mon côté qui a été quand même assez rapide. J'ai réalisé à plusieurs reprises que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Donc, par exemple, une politique ou un processus obligatoire que je n'avais aucune idée existait et donc que j'avais contrevenu sans faire exprès. Les mutations à niveau ou latérales peuvent aussi donner plus de flexibilité de prendre des responsabilités différentes ou supplémentaires, par exemple en participant dans un réseau particulier comme le réseau des jeunes, le réseau des gestionnaires, le réseau des personnes ayant un handicap, etc. On peut aussi apprendre sur les différentes approches de gestion et de gouvernance en bougeant de poste. Par exemple, on peut voir des différents styles de gestion, des façons de gérer le travail, des outils mis à profit pour nous rendre plus productifs et des canaux de partage d'informations et de collaboration. D'autres situations peuvent aussi se présenter qui nécessitent un changement de poste. Par exemple, si vous êtes blessé ou développez une incapacité et n'êtes plus en mesure d'occuper votre poste d'attache, il se pourrait qu'on doive tenter de vous trouver un poste équivalent pour lequel vous avez les compétences et dont vous pouvez compléter les tâches essentielles. Une autre situation de changement potentiel serait lors d'un processus de réaménagement des effectifs. Et donc, pour vous décrire ce processus, je cède le micro à Jean-Claude. Donc, sujet de l'heure. Merci, Jennifer. Je me rends compte que notre parcours a été sensiblement le même à certains égards. Donc, naviguer dans le processus de réaménagement des effectifs, mais en premier lieu, de quoi on parle? Donc, le réaménagement des effectifs, c'est réellement une situation où on a un administrateur général, un sous-ministre, une sous-ministre qui décide que les services d'employés permanents ne sont plus requis après une certaine date, normalement pour des raisons telles que le manque de travail, la suppression d'une fonction,
euh, réinstallation à laquelle un employé ne veut pas participer, comme par exemple si on a anciennement une commission qui quitte la région d'Ottawa pour se localiser à Calgary. Il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement prêts à faire le saut. Donc, dans ce cas-ci, ça peut s'appliquer. Ou encore le recours à un autre mode d'exécution. Si on parle de sous-traitance ou encore de responsabilité de transfert, comme par exemple ce qu'on a comme responsabilité au gouvernement fédéral et qu'on transfère au territoire ou aux gouvernements provinciaux. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Oui, alors les employés peuvent être déclarés touchés. Normalement, c'est un avis qu'on reçoit habituellement par courriel. On nous indique que nos services pourraient ne plus être requis. Ou excédentaire. Alors là, c'est plus officiel. On est déclaré excédentaire et on garde ce statut jusqu'à temps que la personne soit mise en disponibilité, fait l'objet d'une nomination ou une démission ou encore une annulation du statut excédentaire. Les options qui s'offrent aux gens, en règle générale, offre d'emploi raisonnable. Encore une fois, c'est destiné aux employés indéterminés. On leur dit, ben, écoutez, oui, vous avez ce statut, mais on considère que dans la prochaine année, ça sera possible de vous nommer, soit au sein de notre propre ministère ou dans un autre ministère. Ça peut être dans votre ville ou ça peut être également dans une autre région. Donc, c'est un calcul à faire qui se fait avec l'aide des ressources humaines et la haute gestion décide s'il y a lieu d'offrir des offres d'emploi raisonnables aux employés qui font l'objet du statut. Il y a aussi les départs volontaires. Ça sert véritablement à diminuer le nombre de processus qui servent à conserver le nombre d'employés optimal en fin de processus. Donc, départ volontaire, il y a des gens qui pourraient simplement dire, ben, j'ai déjà les années de service, je préfère que au sein de la fonction publique, on garde les jeunes, je suis prêt à passer à autre chose. Donc, il y a ça, évidemment. Il y a aussi, à l'heure actuelle, ce qui a été mentionné dernièrement, un programme d'incitation à la retraite anticipée. Je tiens à dire que pour ceux qui ont certaines craintes par rapport au réaménagement des effectifs, dites-vous que ce type de départ volontaire est est considéré de la part de gens tels que moi, par exemple, qui a reçu ma lettre qui m'incitait donc à la retraite. Et ça a tellement fait l'objet d'intérêt de la part des fonctionnaires que le système de planification de la retraite de travaux publics n'était plus fonctionnel pendant un certain nombre de temps. Donc, c'est pour dire, en bon québécois, les gens l'ont fait planter parce qu'il y avait vraiment un intérêt à utiliser ce programme. Également, vous avez sur la diapositive alternance, plus communément appelée échange de poste. Donc, encore une fois, on a quelqu'un qui, pour certaines raisons, préférerait quitter la fonction publique et se dit, bon, ben, on a un ou une employé qui est touché. Je vais échanger mon poste avec cette personne. Elle va pouvoir être nommée dans mon poste d'attache et moi, en dedans de 3 jours, je vais quitter et je vais me prévaloir mesures de soutien à la transition ou encore indemnité d'études. Parce que je souhaite retourner aux études, je souhaite faire une maîtrise, un doctorat, et donc autant en profiter et garder quelqu'un au sein de la fonction publique qui tient à y être. Euh, Bon, c'est beaucoup d'informations, mais les gens ont du soutien. Vous avez accès aux conseillers en ressources humaines, même s'ils sont des représentants de l'employeur. Ces gens sont là pour vous aider, vous guider dans le processus. Il y a les représentants syndicaux qui sont toujours là. Et aussi, on a des gens qui travaillent au programme de transition. Donc, beaucoup de ressources pour nous aider.
Parlant de ressources, on a l'École de la fonction publique qui doit présenter quelques cours pour se familiariser avec le processus de réaménagement des effectifs. Euh, Personnellement, lorsque j'ai des questions, je me rends directement sur la directive sur le réaménagement du NGC. On a aussi le système d'administration des priorités qui est géré par la Commission de la fonction publique. Si vous allez sur leur site, il y a de l'information qui est utile pour bien comprendre le processus d'administration des priorités. Euh, et également, il y a le Centre des pensions et de la paie qui a beaucoup d'articles à ce sujet-là. Je pense que tout dernièrement, j'ai pas été regardé moi-même, mais tout dernièrement, on m'a dit qu'il y avait une page qui avait été mise en place par le secrétariat du Conseil du Trésor sur les échanges de postes. Donc, les gens qui veulent lever la main ou ceux qui reçoivent des avis formels et qui souhaitent trouver une opportunité autre part que dans leur ministère, se rendent sur la page, s'inscrivent et le système fait en sorte qu'il y a ultimement des correspondances qui se font pour faire les échanges en tant que tels. Euh, Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez déjà, l'évaluation de rendement, c'est quelque chose qui vise se veut plutôt un reflet de votre rendement au travail, met l'accent sur vos réalisations, vos compétences de base, ce que vous cherchez comme perfectionnement professionnel, ce que vous avez déjà finalisé comme cours également. Mais ça se veut aussi un outil qui peut être utilisé en cas de réaménagement des effectifs pour viser le maintien en poste et favoriser les affectations. Et bon, ça se fait en mettant en évidence les compétences transférables et en étant utile pour le système d'administration des priorités auxquelles j'ai référé précédemment. Donc, tout ça pour dire, assurez-vous que votre évaluation de rendement est à jour. C'est très important de mettre l'accent sur ce que vous avez réalisé et ce que vous avez appris durant la dernière année financière. Si ce n'est pas mentionné par votre superviseur ou gestionnaire, il y a toujours la partie des commentaires où ce qu'on peut ajouter des choses à titre d'employé. Et donc, une fois que c'est utilisé par une partie intéressée, c'est toujours intéressant de voir quelles sont les choses qui, par exemple, vont au-delà de vos fonctions normales que vous avez pu faire. Et donc, ça vous met davantage en valeur. Aussi, j'ai une dernière chose à mentionner, ce serait, n'oubliez pas les micro-missions. Donc, une micro-mission n'est pas une affectation où ce qu'un employé quitte son poste temporairement vers un autre poste pour, par exemple, acquérir des compétences transversales, horizontales, mais ça se veut une possibilité soit à temps plein sur une courte période ou à temps partiel sur une période donnée qui va être négociée d'aller chercher de l'expérience autre part. À l'heure actuelle, je vous dirais que ça, c'est un outil dont les gens ne peuvent pas se passer. Si vous avez un peu de temps dans votre horaire hebdomadaire, disons que vous calculez vos opérations, puis vous vous dites, ben, à chaque semaine, je pourrais avoir un 4 heures à donner à une autre équipe dans une autre fonction ou sur une gestion de projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Tout à l'heure, Jennifer parlait des réseaux, le réseau des personnes en situation de handicap, si vous en faites partie, ou le réseau des personnes racisées, si vous en faites partie. C'est excellent de proposer vos services et d'acquérir une expérience que vous n'auriez pas nécessairement dans votre poste d'attache. Et donc, ça, vous l'ajoutez automatiquement à votre curriculum et vous l'indiquez également dans votre gestion de rendement sous les commentaires. Encore une fois, le but est d'enrichir votre curriculum dans une situation où un réaménagement des effectifs serait en marche.
Je te passe la parole, Marie. Oui, merci beaucoup pour les explications. On va maintenant répondre à la période de questions et réponses. Donc, comme vous avez pu le voir, on a la fonction des questions et réponses qui est activée. Vous pouvez poser des questions et ensuite voter avec le pouce levé, thumbs up, les questions favorites que vous avez. Donc, on va commencer, puis ensuite, on va demander aux trois panélistes avec nous de pouvoir répondre aux questions, de rester dans le vif du sujet, d'y aller rondement afin qu'on puisse poser le plus de questions possible. Donc, je vais commencer avec la première question. Il y a quelques questions que je vois qui ont jusqu'à 5 pouces en l'air, donc on peut commencer avec celle-ci. Donc, la première question serait, est-ce qu'on envisage est-ce qu'on envisage une modification aux règles quant à ce qui consiste à un poste équivalent? Il y a des iniquités entre certaines classifications et des postes au niveau similaire peuvent empêcher la mobilité entre divers postes ou nécessiter une démotion. Donc, je pense qu'on pose la question entre qu'est-ce qui constitue finalement un poste équivalent. Des fois, il peut y avoir une perception peut-être qu'il y a des postes équivalents qui sont inégales selon la perception des gens. Donc, j'invite un de nos panélistes à prendre la balle au bon. Je peux peut-être me lancer, et c'est dans l'optique de réaménagement des effectifs. Mais avant de toucher le point que je voulais amener, je tiens simplement à dire que à l'heure actuelle, euh, il n'est pas question nécessairement de revoir euh, les équivalences, tout simplement parce qu'il y a un exercice de conversion de la classification qui va avoir lieu dans les prochaines années. Donc, à ce moment-là, la relativité va être solide et les iniquités vont avoir tendance à disparaître. Mais d'ici là, l'accent va être mis davantage sur l'exercice qui nous concerne ici et non sur les équivalences, étant donné que ça vient par la suite. Donc, pour un exercice subséquent, puisque l'histoire se répète toujours, à ce moment-là, on sera bien servi. Euh, ce que je tenais à dire, c'était que il peut arriver dans certaines circonstances que on dise à quelqu'un, bon ben, voici, on t'offre un poste. Tu perds ton poste que tu as présentement, on t'offre quelque chose à un groupe et niveau inférieur. Euh, et ça peut surprendre, mais dites-vous que parfois c'est un bon, c'est une bonne option à considérer. Tout simplement parce que ça peut nous offrir quelque chose qui nous lancerait dans une nouvelle trajectoire à laquelle on n'avait pas pensé ou apprendre de nouvelles compétences. Mais ce qui est essentiel de savoir, c'est que à travers un exercice de réaménagement des effectifs, avec une telle offre, la protection salariale est offerte. Donc, vous perdez en rien votre salaire et l'organisation va chercher à vous réintégrer. J'ai passé par là une fois dans ma vie, dans ma carrière. J'étais à un niveau inférieur. Je me suis présenté à un processus annoncé à niveau inférieur pour du latéral et on m'a dit, ben, ton poste substantif est PE5. Est-ce que tu serais intéressé à retourner dans ton poste substantif? Au niveau du niveau. Et donc, je trouvais que c'était une offre très plaisante que j'ai acceptée. Alors oui, jusqu'à temps que la réintégration prenne forme, le salaire est protégé. Super. Merci beaucoup, Jean-Claude. Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter pour les autres panélistes pour cette question-là? Mais j'allais peut-être juste ajouter que je pense que c'est des casse-têtes que les gens ont à réfléchir dans une situation de l'aménagement des effectifs. Ici, à l'Agence du revenu, on a déjà eu, on a été en situation de réaménagement l'année calendrier dernier, mais cette année financière. Et j'ai eu à transiger avec plusieurs employés de l'agence qui avaient été déclarés ce qu'on appelle surplus, là, mais excédentaires, et ou qui, suite à des processus de rétention, n'avaient pas été retenus dans leur poste d'attache. Puis c'est la question, on a une occasion peut-être
un groupe et niveau inférieur. En bout de ligne, c'est qu'est-ce qui est plus important, de confirmer et de solidifier un emploi continu ou de rechercher la continuité dans un certain groupe et niveau et à un niveau salarial. Puis cette décision-là, elle repose vraiment avec chaque individu. C'est à chaque personne à avoir cette réflexion-là. Mais je peux vous dire de mon côté, je suis plus dans le camp de sécuriser un emploi, si j'en avais une offerte sur la table, parce qu'il n'y a jamais de garantie non plus. Puis l'enjeu qu'on a, on entend partout dans les médias, il y a de plus en plus de situations qui se présentent, de plus en plus d'employés, malheureusement, qui reçoivent des lettres. Donc, les occasions vont peut-être s'amincir un peu plus aussi dans les prochains mois et années. Donc, c'est des réflexions, mais c'est encore, à chaque individu, c'est vraiment une décision très personnelle et professionnelle, mais vraiment personnelle à prendre. Il n'y a pas de réponse ou de recette magique. Et je vais juste mentionner que j'ai mis un lien dans le chat pour la fonction, l'appli LH Go. C'est du Défense nationale. C'est pour déterminer votre équivalent. Alors, si tu es un AS1 ou un AS2, et puis tu veux changer à un IS2, est-ce que c'est la même chose ou non? Alors, c'est assez difficile de trouver votre équivalent, même si tu as travaillé dans ce domaine. Alors, les Défense nationale, ils ont un appli pour cela. Alors, vous pouvez l'utiliser. Super, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment des réponses intéressantes que vous apportez. On a beaucoup de questions avec des votes. Je vais tout de suite continuer. Lorsque l'on applique à un poste pour une mutation à niveau, est-ce que l'on peut appliquer même si nous ne sommes pas exactement dans la même classification? Par exemple, puis-je appliquer pour un poste EC5 si je suis PC3? Merci. Je pense que ça rejoint un peu, Joshua, ce que tu viens de présenter avec cet outil-là. Euh, je ne sais pas si ça fait le tour de cette question-là. Je pense qu'on peut, si Jean-Claude, oui, tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, je rajouterais tout simplement que le diplôme est important dans certaines catégories professionnelles. Vous ne le verrez pas nécessairement si vous passez de AS à PM, mais si vous passez de IS à PE, oui, vous allez avoir besoin de rencontrer la norme de qualification au niveau de l'éducation. Même chose pour la catégorie DEC, même chose si vous voulez devenir un ingénieur. Regardez le tout sur le site du secrétariat du Conseil du Trésor. Merci. C'est bon. Je vais poursuivre avec une prochaine question. Donc, je travaille actuellement dans une agence très petite, environ 15 personnes, et mon poste ne me permet pas vraiment de réseauter en dehors de l'agence. Est-ce que vous avez des recommandations pour agrandir son réseau en dehors de son département, agence fédérale? Peut-être que je peux commencer. Je pense que tu le fais maintenant. Alors, tu es à un événement qui est interministériel, et puis tu peux réseauter avec les personnes en utilisant le fonction Zoom Events et puis réseauter avec nous. On a les contacts sur LinkedIn. Commencer à ouvrir les portes. Je pense que c'est difficile quand tu es dans une petite agence ou une petite ministère. Parce que des fois, quand tu rencontres une situation comme le réaménagement des effectifs, tu ne connais pas tes options. Alors, c'est vraiment de comme ouvrir vos yeux, ouvrir les portes à les options qui se présentent. Alors, utilisez LinkedIn. Je suis une personne qui dit à tout le monde d'utiliser LinkedIn parce que c'est vraiment la façon de réseauter n'importe où dans le pays. Les personnes au Canada sont des utilisateurs les plus actifs de LinkedIn dans tout le monde. Alors, utilisez ces fonctions pour connecter avec les gens qui vous intéressent et commencer à créer un réseau qui n'a pas une connexion nécessairement avec un ministère, une agence ou une autre. Je vais peut-être enchérir. On en a parlé à maintes reprises là, de l'importance du réseautage et des réseaux, que ce soit le réseau des jeunes, le réseau des gestionnaires ou des personnes en situation de handicap. La liste, ça finit plus. Il y en a plusieurs.
Mais des fois, ça peut être difficile, puis surtout si dans une petite agence, si la charge de travail ne permet pas vraiment des activités telles que celle-là dans les heures de travail. Il y a de plus en plus, je dirais même, il y en avait beaucoup avant la pandémie, mais même post-pandémie, on commence à avoir plus d'activités en personne qui sont offertes. Puis même que ce soit dans la région de la capitale nationale, mais aussi en région. Donc, je sais, moi, je suis dans la région du Québec, je vois régulièrement des affiches pour des événements, des cocktails, des choses comme ça, qui se font à l'extérieur des heures de bureau, puis aussi qui rejoignent des différents réseaux. Donc, des jeunes avec des cadres ou des gestionnaires avec un autre groupe. Donc, je vous encourage à faire un peu de vérifier, encore, comme on dit, beaucoup sur LinkedIn. Il y en a beaucoup qui sont sur d'autres médias sociaux aussi. Puis, si vous faites un peu de recherche là, sur les plateformes d'échange, c'est quoi le GC? Là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de GC Exchange, mais que ça s'appelle maintenant. Il y a eu des plaies d'évolution, puis on disait que j'avais un blanc de mémoire, là, mais il y a beaucoup d'informations sur les réseaux aussi sur GC Exchange, le genre d'intranet sur SharePoint de la Microsoft 365 pour la fonction publique. Merci beaucoup pour vos réponses. On peut poursuivre avec une prochaine question. Quelle est la directive concernant les gens qui travaillent en région, mais qui ont un poste rattaché à la capitale nationale? Est-ce que cette directive peut changer à tout moment sur la base du réaménagement des effectifs? Donc, je vais commencer. Je vais m'aventurer un petit peu dans la réponse. Puis je vais essayer de couvrir tant l'administration centrale que aussi, je peux parler de l'Agence du revenu parce qu'on est un organisme distinct. Donc, au niveau des orientations, des directions, habituellement, il y a un poste. Le poste est classifié, il est attaché à une structure organisationnelle classifiée. Et souvent, c'est ça, il peut y avoir des postes qui sont vraiment localisés ou habituellement, tous les postes sont localisés dans une région spécifique. Il y a eu des décisions, je dirais une grande hausse dans le nombre de gens qui ont été embauchés à l'extérieur des zones géographiques, si on veut, d'attache physique du poste, parce qu'on avait de la flexibilité, on était capable d'aller chercher des talents à d'autres places. Mais encore une fois, généralement, le poste classifié est rattaché à une structure organisationnelle dans une région géographique. Là, on parle de l'administration centrale ou de la région de la capitale nationale. Donc, le secrétariat du Conseil du Trésor a mis en place une orientation temporaire qui permet là, à avoir puis il y a certains ministères qui ont embarqué, c'est pas tout le monde, là, mais qui permet aussi, par exemple, aux besoins à ces employés-là qui sont en région, de pouvoir venir, s'il y a du budget, de voyager, passer du temps avec leurs équipes pour des rencontres d'affaires, des choses comme ça. Mais c'est selon des critères très spécifiques que ça peut s'appliquer. À savoir qu'est-ce que l'avenir va donner, je ne sais pas. Il y a certains ministères, je suis au courant aussi, qui ont pris des arrangements pour que certains, avec l'obligation d'être au bureau, là, une présence sur place, d'aller dans des bureaux spécifiques. Donc, dépendamment de la distribution et de la représentation de ce ministère ou de cette agence-là dans les différentes provinces ou territoires, il se peut que les gens soient obligés, s'ils sont dans une proximité du bureau, à se présenter dans un de ces lieux-là. Et si à l'extérieur, ben là, il y a peut-être la possibilité d'avoir une exception et de faire du télétravail. En ce qui est trait à l'Agence du revenu, ça fait un bout de temps qu'il y avait déjà une approche en place où est-ce que on est capable d'avoir un bureau alternatif désigné. Donc, moi, je m'utilise comme exemple. Mon équipe d'attache, ma patronne est à Ottawa. Mais moi, je ne suis pas dans la région de la capitale nationale. Donc, moi, mon bureau d'attache est celui de Laval parce que c'est celui qui est le plus près de où est-ce que j'habite. Donc, toutes les questions de présence sur place ou besoin TI, toutes ces choses-là se font via Laval. Mais c'est un arrangement qui est documenté, qui est en place depuis très longtemps, qui permet aussi, dans le cas des gens à l'Agence du revenu, d'avoir ce qu'on appelle des implications administratives à être réglées. Donc, moi, par exemple, comme je suis dans un bureau alternatif désigné,
On considère que le Québec, c'est ma province d'emploi et donc je suis imposée avec les taxes du Québec au lieu d'être imposée avec les taxes de l'Ontario, ce qui serait le cas généralement dans la fonction publique fédérale. Donc, je vais un peu partout avec ça, mais juste pour essayer d'expliquer. C'est pas mal complexe. C'est difficile à dire avec les orientations du gouvernement s'il va y avoir des changements. On entend dans les nouvelles, vous avez peut-être vu aussi là, qu'il y a des ministères qui prennent des décisions de rapatrier dans un lieu spécifique. Dans ces situations-là aussi, il peut y avoir des implications au niveau, oh là, je n'ai pas le mot en français, relocation, là, de payer pour les déménagements. Jean-Claude, tu connais peut-être le mot en français, là, il m'échappe en ce moment. Réinstallation. Réinstallation, merci. Mais qui peuvent s'appliquer aussi si les gens veulent continuer à travailler, puis si le changement ou déplacement est à une distance X. Donc, beaucoup de considérations. Ça aussi, c'est un domaine complexe. Puis, encore beaucoup d'incertitudes en ce moment compte tenu de ce qu'on a vu dans les médias puis certains messages du premier ministre et d'autres. Je pense que Jennifer a fait le tour de la question. Mis à part l'imposition, il y a aussi la question des langues officielles. Donc, si vous êtes rattaché à un bureau régional, c'est sûr que un bureau régional dans la province du Québec en particulier, c'est sûr qu'il y a une considération avec la prime au bilinguisme. Euh, dans le cas de services aux Autochtones, il y a une grosse présence régionale de par notre modèle d'affaires. Donc, c'est clair qu'on va avoir une administration centrale forte du côté de Gatineau, mais beaucoup de bureaux régionaux où une grande majorité des employés vont se retrouver, mais ultimement, tout le monde se rapporte à Ottawa. Donc, c'est la structure qui prime lorsqu'il y a une décision qui est prise. Décisions qui tendent à être cycliques. Au fil des années, vous allez voir la tendance de centralisation, décentralisation, recentralisation. Donc, simplement à suivre. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on est plusieurs à avoir lu des nouvelles dernièrement puis avoir peut-être eu ces questions-là en tête. Donc, je vais continuer avec une prochaine question. Si on atteint le dernier échelon de notre groupe et niveau, quelles options s'offrent à nous? Alors, je pense que vraiment les questions, c'est comme tu as atteint le plus haut salaire de votre niveau, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je pense que un des choses que tu peux faire, c'est quoi la prochaine promotion? C'est quoi la prochaine position? Et de voir comme peut-être ce n'est pas une réalité d'avoir une promotion à un niveau supérieur aujourd'hui, mais peut-être tu peux voir comme c'est quoi les différences entre être une EC7 et puis une EX1. C'est quoi les compétences que tu dois développer, les connaissances que tu dois développer pour devenir une EX1 si tu es une EC7. Mais vraiment, si tu es un AS2 et puis le prochain niveau, c'est un AS3, c'est la même question. Comme, est-ce que c'est une position que tu veux faire? Et si oui, c'est quoi le différence entre qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu ferais dans cette position? Et avoir, c'est important d'avoir une discussion avec ton gestionnaire. C'est quoi, s'ils ont un plan pour ton carrière, s'ils n'ont pas un plan pour ton carrière, s'ils ont des pensées de vos compétences, c'est quoi que tu dois développer pour avoir ce type d'opportunité? Et puis, utiliser les fonctions les archives sur Emploi GC pour voir comme le poste que je veux avoir, quel était le dernier processus de sélection, quelles étaient les qualifications pour ce processus. Et vraiment, ce n'est pas nécessairement que chaque fois que tu es dans le plus haut niveau de salaire, que tu veux avoir une promotion, tu veux avoir un niveau supérieur, mais peut-être c'est d'avoir des opportunités de développement, de voir comme c'est quoi la prochaine chose que je peux faire dans mon carrière. Les organisations ont des optiques de planification variant de 3 à 5 ans, 5 ans étant un gros maximum.
J'encourage les gens à de faire un exercice qui est similaire pour leur propre progression de carrière. Euh, oui, en fonction de vos ambitions, mais surtout en fonction de vos valeurs personnelles. Euh, je suis, euh, je suis une génération sandwich. Je suis un jeune père de famille. Ma fille va avoir 7 ans bientôt. Euh, pour moi, moi qui a grandi une bonne partie de ma vie monoparentale, c'est exclu que je sois un père absent. À titre d'enfant, je veux dire, j'ai grandi dans un environnement monoparental. Est-ce que je suis capable de trouver l'équilibre entre mes responsabilités de père de famille et euh, un type d'emploi qui va me permettre de me réaliser, d'être heureux, de pouvoir rentrer au quotidien puis de dire, ah, je vais faire une différence par opposition à, oh, j'ai atteint mon niveau d'incompétence. On ne veut pas être là. Donc, c'est ça la réflexion que je vous invite à faire. Peut-être parallèlement, je dirais, lorsque vous voulez effectuer un changement dans votre carrière, dans un groupe et niveau, il y a quelque chose que j'ai entendu récemment, je me rappelle pas qui en a parlé dans une conférence, mais je me disais, ah mon Dieu, ça a vraiment du sens. Puis, en rétrospective, je me disais, une chance que je suis allé en ce sens, parce que ça m'a simplifié les choses. Alors, c'est d'y aller en fonction de trois facteurs à ne pas combiner. Euh, Allez-y à un maximum de 2 sur 3 et évitez le 3 sur 3. Le premier, c'est un changement de niveau. Donc, si vous visez un changement de niveau excellent, si vous combinez ça avec un changement de catégorie professionnelle, oh, OK, là, ça devient un petit peu plus difficile. Et si encore, vous combinez ça avec un changement de ministère. Là, ça devient une recette qui va être difficile à digérer. Donc, voilà, pour vous donner toutes les chances de votre côté, là, admettons que vous avez atteint votre but dans un groupe et niveau donné, euh, euh, allez-y avec deux des trois maximum pour vous donner une chance dans votre progression, votre prochaine étape. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens, là. C'est la première fois que je le verbalise en réalité, mais s'il y a quoi que ce soit, posez la question dans le chat. Puis je vais peut-être revenir, je ne sais pas, moi j'avais peut-être interprété la question d'une façon plus de base, mais si on atteint le dernier échelon, tant qu'on ne change pas d'emploi, on ne peut pas demander une augmentation salariale. Il y a un maximum, puis le maximum va être imposé. Vous allez rester dans cette échelle salariale-là tant et aussi longtemps que vous restez dans votre groupe et niveau, jusqu'à temps qu'il y ait une renégociation des salaires dans le contexte des négociations des conventions collectives. Donc, éventuellement, généralement, il y a une augmentation qui est faite à toutes les quelques années selon la durée des conventions collectives. Donc, vous pourriez avoir une augmentation en restant dans le même poste, mais à plus long terme, en lien avec les négociations salariales. Merci beaucoup pour les réponses. Euh, Très utiles, encore une fois. Je passerai à une prochaine question qui a obtenu beaucoup de votes. Comment peut-on proposer nos services pour une micro-mission? Parfait, bonne question. Euh, alors, vous pouvez trouver les micro-missions peut-être sur LinkedIn, peut-être sur GC Échange, et peut-être c'est juste que tu as été une volontaire pour une communauté, tu veux travailler avec cette communauté et tu as dit comme si je peux avoir une entente entre mon gestionnaire et moi, que je peux dépenser comme 25% de mon temps pour travailler avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux ou quoi que ce soit. Tu peux créer les micro-missions. Mais c'est aussi possible de les trouver sur LinkedIn. Je dis dans l'espace des communautés parce que c'est assez rare que, disons, l'Agence du revenu du Canada a dit qu'il y a une micro-mission pour travailler comme un agent de programme. Parce que ça, c'est un job. Ça, c'est un job réel avec un salaire. Mais le micro-mission, c'est peut-être un besoin temporaire et tu peux proposer à
les personnes comme moi. Je vais venir travailler avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux sur tel et tel programme où j'ai des connaissances à partager, j'ai de l'expérience à partager. Est-ce que ça serait une aide à votre communauté? Mais tu peux les proposer, tu peux trouver les opportunités sur les réseaux sociaux. Je vais donner aussi peut-être un autre exemple parce que c'est quelque chose, on n'appelait pas ça des micro-missions dans mon temps, mais je l'ai fait pour aller travailler pour la campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. C'est quelque chose qui est récurrent chaque année. Puis honnêtement, cette expérience-là m'a permis vraiment de connaître des gens dans plein de différents secteurs du ministère dans lequel je travaillais que je n'allais jamais rencontrer autrement, des gens en finance, des gens en ressources humaines, des gens dans d'autres directions générales. Puis ça m'a comme donné une possibilité d'avoir accès à plein de différentes choses au niveau de comment on fait le financement, comment que les budgets sont gérés. Donc, j'ai eu toute une opportunité d'avoir d'acquérir cette expérience-là, tout simplement. Et donc, il y a des choses comme ça aussi qui peuvent se présenter là, à l'intérieur de vos ministères ou de vos agences là, de façon cyclique. À ça, j'ajouterais, vos gestionnaires font partie de table de gestion, bien entendu. Ils entendent parler des projets des autres équipes. Si vous avez une discussion qui est franche au niveau de votre évaluation mi-année et fin d'année, que vous identifiez votre intérêt à développer vos compétences dans X, Y, Z, ça devient plus facile par la suite de demander à votre gestionnaire si tu entends parler de telle chose, est-ce que tu pourrais me le mentionner pour que je puisse offrir mes services à ton collègue ou à telle autre unité de travail? Euh, je dirais, oui, c'est pas, c'est peut-être quelque chose qui peut être partagé en termes de possibilités, pas simplement vous qui cherchez, mais un gestionnaire aussi, ou pas simplement le gestionnaire, vous aussi en prenant les devants. Et un dernier exemple de prendre les devants serait, vous regardez une fois de temps en temps sur, j'allais dire emploi.gc.ca, mais je pense que ça a changé de nom. Donc, vous regardez une fois de temps en temps les offres d'emploi, vous voyez quelque chose, vous voyez un nom de gestionnaire dans votre ministère ou une organisation sœur. Puis vous vous dites, OK, j'ai pas l'expérience, mais je regarde l'énoncé de critères de mérite, il y a telle et telle chose que je pourrais travailler dessus. Et si vous avez donc le support de votre gestion, il n'y a rien qui vous empêche de faire de prendre contact puis d'offrir vos services. Habituellement, une micro-mission, c'est à l'intérieur d'une même organisation. Euh, Autrement, ça devient un détachement. Mais voilà, sky is the limit. Testez les eaux. Super. On va poursuivre avec une prochaine question. Une mutation latérale est-elle une meilleure option qu'une promotion lorsqu'on pense à son évolution de carrière à moyen ou long terme? Je pense que réponse assez courte, c'est ça dépend. Alors, si tu es comme dans un niveau d'entrée, je dirais que peut-être le mutation latérale, ce n'est pas votre meilleure option. Si tu as commencé comme un AS1 ou un AS2, tu veux peut-être avoir un niveau supérieur, un AS3, AS4, un PM4, un PM5. Et puis, quand tu es plus comme mi-carrière, je pense qu'il y a beaucoup d'options de mutation latérale, il y a moins d'options de promotion. Alors, peut-être tu vas faire comme trois positions, comme une PM5, une AS5 ou une EC6 ou une EC7 avant que tu vas aller à la prochaine promotion. Alors, je pense que ça vraiment, ça dépend. Mais je ne connais aucune personne qui a eu une promotion à chaque opportunité et chaque changement de position. Et ça inclut les sous-ministres. Il n'y a, je pense, aucune personne dans la fonction publique qui a commencé comme un AS2 et puis à chaque 12 à 24 mois, ils ont eu une promotion à un niveau supérieur. Alors, vraiment, je pense que c'est une des façons de développer votre carrière. J'aimerais amener le concept de opération versus corporatif
ou fonction ministérielle en bon français. Je considère que pour bien se développer, il faut faire le saut dans les deux aires. Euh, vous pourriez travailler un certain nombre d'années aux opérations, puis par la suite vous dire, oh, tiens, je vais prendre une affectation ou je vais prendre une mutation du côté corporatif pour aller voir qu'est-ce que ça signifie. Et là, vous devenez un peu plus complet. Il y a aussi, c'est plus vrai dans certaines fonctions, euh, mais vous avez le généraliste versus le spécialiste. Euh, le spécialiste va être en demande, va être l'expert en la matière, mais va toujours dépendre de quelqu'un d'autre pour quelque chose qui sort légèrement de son champ d'expertise. Un généraliste va moins dépendre, va pouvoir toucher à davantage d'éléments, va être un petit peu plus horizontal. Et puis, comment ça vient un généraliste? Habituellement, c'est avec des possibilités latérales. Euh, Plus on est spécialiste, plus on monte et plus ça devient difficile d'aller latéral. Mais si vous êtes en mi-carrière, comme l'a mentionné Joshua, c'est peut-être un bon moment de regarder ça aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait le temps peut-être pour une dernière question. Le temps file avec tous les bons conseils qu'on partage. La dernière question est la suivante. Qui a accès pour voir notre évaluation de rendement? Est-ce que tous les gestionnaires peuvent y avoir accès qui considèrent nous embaucher? Alors, peut-être je peux commencer. Euh, Probablement pas, non. Pour la plupart, quand tu es, embauché, comme s'ils le demandent, ils peuvent avoir accès, mais ce n'est pas comme sur le système, je suis dans une position de gestionnaire, j'ai accès à seulement mes rapports directs. Je n'ai aucun accès pour voir l'évaluation de Marie. Alors, vraiment, ça dépend du processus de sélection. Et dans le fonction publique, il dirait peut-être dans le processus de sélection, tu dois envoyer ton évaluation pour les dernières 2 années. Je sais, dans l'Agence du revenu du Canada, il fait quelques années, il y avait une politique que tu dois avoir comme un certain niveau pour avoir une promotion. Tu ne peux pas comme avoir une évaluation que tu ne fais pas ton job et puis avoir une promotion de cette position. Alors, vraiment, ça dépend. Mais juste soyez certain que tu travailles avec ton gestionnaire pour qu'il fait l'évaluation de rendement parce que ça vous aide dans les processus de réaménagement des effectifs si tu as une évaluation qui est dans le système pour cette année, pour l'année dernière, tout cela. Habituellement, les ministères qui vont l'utiliser sont très transparents sur la question. On sait que ça peut être un sujet épineux. Donc, réellement, dans un processus, vous allez voir que c'est indiqué dans les commentaires que l'évaluation de rendement pourrait être ou sera utilisée, et celle des 2 dernières années, en effet. Les gens ne tentent pas à aller très loin dans le passé. Là, 5 ans, ça serait vraiment étirer l'élastique. Euh, et donc, je comprends des fois là, que ça peut être anxiogène de passer à travers une évaluation de rendement mi-année, fin année, mais en réalité, c'est un outil qui va vous servir. Donc, adoptez-le avec l'espoir que ça vous soit utile et que ça soit quelque chose de représentatif de votre performance au travail. Donc, encore une fois, là, les réalisations, puis vos ambitions, euh, assurez-vous que ça soit là, puis ça va vous servir. Merci beaucoup. Donc, merci encore à tous nos panélistes qui ont pris le temps de répondre à toutes les questions.
N'oubliez pas que ça va être possible d'écouter de nouveau l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui sur le compte YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, puis également là, la série de balados là, qui va être disponible. Donc, vous voyez ici le code QR pour une dernière question de sondage qui peut nous améliorer pour améliorer là, les prochaines sessions. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je pense que ça apparaît même maintenant à votre écran, donc n'hésitez pas d'y répondre. Euh, donc, on vous invite à nous joindre à nous déjà ce jeudi prochain à partir de 13 heures pour le coup d'envoi de la deuxième journée du camp de carrière où est-ce qu'on va discuter de la façon de tirer parti des relations pour favoriser le développement de carrière et la réussite à long terme. Donc, vous pouvez aussi parler à différents exposants qui étaient là plus tôt dans la journée au camp de carrière. Vous pouvez consulter ces kiosques statiques-là et les ressources. Puis, si vous voulez en savoir plus sur les différents réseaux, communautés, toutes les ressources qu'on a parlé aujourd'hui, on vous encourage, pour ce qui est des réseaux et des communautés, à communiquer avec leurs représentants. Puis, toutes les ressources là, qu'on a données aujourd'hui, vont être disponibles sur la page wiki ainsi que l'enregistrement là, de la session d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, on vous remercie. On espère que vous avez apprécié et on vous souhaite une bonne fin de journée.